Cette semaine, à votre bulletin d'information locale et régionale Infocam, il sera question des récentes coupures budgétaires annoncées par le gouvernement marois dans les services de garde. Nous en discuterons avec le directeur général du CPE, la farandole de la Pocatière, M. Guy Dumais, mais également avec le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin. Il sera aussi question du renouvellement des ententes du programme d'aide aux initiatives de partenariat, des fêtes scolaires du patrimoine, mais également du dernier concert des Modern Notes. Bonjour et bienvenue à votre dernier bulletin de nouvelles Infocam pour la saison 2012-2013. Comme premier reportage aujourd'hui, nous parlons avec Guy Dumais, directeur général du CPE, la farandole de la Pocatière, concernant les coupures annoncées dans les CPE par le gouvernement marois, mais également concernant les nouvelles places offertes en garderie au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous avez des attentes face à cette rencontre-là? Bien, l'objectif, c'est d'alimenter M. Morin sur ce que ça veut dire des coupures dans nos organisations. Souvent, on parle de 56 millions, on parle de gros chiffres, mais concrètement, c'est quoi l'impact qui va se faire sentir dans nos organisations? Je pense que c'est ça que les gens ont besoin de savoir et c'est ça qu'il faut donner comme information à M. Morin, de façon à ce qu'il soit mieux outillé pour défendre ce projet-là, défendre ce dossier-là à l'Assemblée nationale. Alors, je pense que l'objectif, c'est de l'alimenter et d'avoir un appui supplémentaire dans cette démarche-là de contestation des coupures qui s'en viennent. Le centre de la petite enfance, la farandole, justement, comment ça va se ressentir ici? Il faut voir qu'avant d'aborder concrètement les coupures qui ont été annoncées là, ces dernières semaines, il faut voir que le réseau des centres à la petite enfance vit déjà des coupures depuis 7 ans. Hein? Alors, les augmentations de subventions annuelles qu'on a par le ministère ne couvrent pas l'augmentation des dépenses annuelles, ce qui fait qu'à chaque année depuis 7 ans, les CPE doivent aller chercher dans leur bas de laine des sommes d'argent de façon à boucler leur année financière. Alors, les coupures qui nous sont annoncées dernièrement, finalement, c'est comme un amalgame de d'autres coupures qui se font depuis déjà 7 ans. Il faudrait voir comment tout ça va se vivre, parce que pour un centre comme le nôtre, on parle d'une coupure d'à peu près 32 000 $ annuellement. Alors, c'est sûr que ça a un impact important. Et souvent, l'argumentaire du gouvernement, c'est de dire il faut que tout le monde fasse sa part pour l'atteinte du déficit zéro. Mais on a l'impression que le réseau des centres à la petite enfance fait déjà sa part depuis déjà 7 ans. Il faudrait voir comment on va organiser tout ça. De toute façon, on sait qu'il y a présentement des négociations quand même là, entre le ministère et les représentants des centres à la petite enfance. Il faudrait voir ce que ces résultats de négociation vont donner. Et pour revenir aux places qui seront créées ici, ce serait combien de places qui vous seraient données de plus? Le gouvernement fonctionne par appel d'offres. Alors, les centres à la petite enfance qui sont intéressés doivent déposer une demande auprès du ministère. Ici, le conseil d'administration est en réflexion là-dessus. On pense peut-être développer à peu près 18 nouvelles places pour la Pocatière. On verra, mais c'est un peu l'orientation qui était prise par le conseil d'administration. Mais il faut faire maintenant la réflexion, est-ce qu'on développe ces places-là tout en sachant que ces places-là seront déficitaires aussi? C'est beau de développer des nouvelles places, mais si on les développe et le ministère nous enlève le budget de fonctionnement qui vient avec, est-ce que ça devient encore rentable de faire ce développement-là? Alors, il y a tout un questionnement. Hein? On a l'impression que la main gauche nie un peu ce que la main droite fait. Le gouvernement développe des places et parallèlement à ça, coupe le budget de fonctionnement. Alors, ça nous semble un peu contradictoire. Il s'agirait de voir comment on va se situer là-dedans, mais il y aurait quand même la possibilité de développer peut-être des nouvelles places. Là. On verra suite à l'analyse de tout ce qui se passe au niveau du réseau. C'est un peu dommage quand même de voir que ce réseau-là, des centres à la petite enfance, a quand même été mis en place par le gouvernement du Parti québécois. Et aujourd'hui, c'est ce même gouvernement-là qui fait des attaques importantes au niveau du réseau. Et ça, c'est un peu dommage de constater cette situation-là. Je ne sais pas si Mme Léger est fière du réseau, mais nous en sommes fiers. Ça fait une organisation comme le CPE, la farandole, ça fait 30 ans que ça existe. On en a vu passer des gouvernements. Et c'est clair qu'on va s'opposer à ces coupures-là, on va réagir à ça. Et nous, on en est fiers. On le tient à bout de bras, ce réseau-là, depuis 30 ans, et on va continuer à le défendre, ça, c'est clair.
Dans ce second reportage, Norbert Morin, député libéral de Côte-du-Sud, tenait lui aussi à offrir son interprétation des coupures dans les services de garde annoncées par le gouvernement marois. Également, il nous parle d'un concours qui s'adresse aux élèves du secondaire. Bien, ça va à l'exemple du gouvernement qu'on a dans le moment. Là, c'est toujours improvisé, puis ça va comme je te pousse. Donc, ils n'ont pas osé demander à nos CPE en région de quelle façon que ça se passe chez nous. Ça ne marche pas chez nous. Ça démobilise complètement nos directrices, nos directeurs de CPE. Donc, c'est pas vraiment agréable de vivre cette coupure dans les CPE. Vous avez rencontré dernièrement les directeurs et directrices de CPE, justement. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là? Bien, justement, c'est qu'ils trouvent que c'est improvisé, qu'ils ne connaissent pas la façon de faire chez nous, dans nos milieux. Ils coupent 1 600 $ par enfant de 4 ans. Donc, pour des CPE, c'est 16 000 de moins. Pour d'autres, qui ont 2 groupes de 10, c'est 32 000. Et ça, pour essayer d'implanter de l'école à 4 ans. On sait très bien que chez nous, on n'aura pas, au niveau des commissions scolaires, il va y en avoir une classe de 4 ans, puis encore, je ne suis pas certain que ça va arriver. Donc, encore une fois, c'est les CPE qui perdent des sous. En plus, ils vont chercher dans leur surplus. Ce que la ministre Léger ne sait pas, c'est que ces surplus-là ne viennent pas simplement des places en garderie du gouvernement. Ils font des campagnes de financement pour prévenir, pour entretenir leurs infrastructures. Donc, une fois de plus, le gouvernement va venir piger dans les poches des CPE qui ont fait des efforts pour aller chercher des sous. Suite à la rencontre, les CPE qui étaient autour de la table ont dit à la ministre qu'elle vienne chez nous, on va la rencontrer, puis on va ouvrir nos livres. Donc, si la ministre veut venir voir les livres, de quelle façon que nos gens administrent les CPE, elle va constater que c'est administré avec beaucoup d'harmonie et de prévention aussi. Chez nous, on met des argents de côté pour changer la toiture, à faire un agrandissement à un CPE pour être capable d'agir en conséquence et avoir beaucoup de services pour nos jeunes. Et qu'est-ce que votre parti compte faire concrètement pour aider les CPE? Bien, chez nous, on va faire de la représentation. Donc, on va essayer de contrer certaines choses au niveau de l'opposition. Mais nous, notre programme était de hausser à 10 $, donc faire payer les usagers 3 $ de plus à 10 $. Et là, le gouvernement n'aura pas eu besoin d'aller encore couper dans les services. Il y a des CPE qui ne prendront même plus les enfants de 4 ans. Qu'est-ce que les parents vont faire avec les enfants de 4 ans? Donc, on parle également d'un concours que vous avez lancé en début de mois de mars. Parlez-nous de ce concours-là. Oui, c'est un concours « Exprime ton idée aux députés ». Ça a été pensé autour de la table avec notre personnel. J'ai trouvé l'idée extraordinaire et ça a été très bien reçu dans les écoles secondaires de la Côte-du-Sud. Donc, les enfants devront, d'ici le 5 avril, nous envoyer une idée, un projet qu'ils ont en tête pour améliorer leur qualité de vie dans leur milieu, dans leur communauté, et avec 750 mots. On va surveiller, bien sûr, la langue, l'idée originale, la faisabilité du projet, et ça a été très bien reçu et je suis très enchanté. Pour quelle raison avoir décidé de lancer un concours comme celui-là? Bien, on sent la morosité chez les adultes au niveau du public, au niveau de la politique. Donc, ces gens-là qui vont faire un texte de 750 mots, je suis certain qu'ils sont au niveau de l'école, président d'école ou président de classe. Ces gens-là, il faut leur donner le goût que dans la société, il faut faire de la politique, il faut être organisé, il faut défendre nos idées. Puis pour défendre nos idées, c'est pas dans la maison chez eux, c'est autour d'une table où les choses se décident. Donc, il faut qu'ils apprennent que pour décider d'un projet, il faut que les gens se parlent. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuel. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse d'opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus.
Je leur ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Jeanne Maguire, agent de développement dans la MRC du Kamouraska, nous parle maintenant du renouvellement des ententes du programme d'aide aux initiatives de partenariat, dont le ministère a offert 67 000 $, la MRC 105 000 $ et les caisses 22 500 $. Aide aux initiatives de partenariat, en fait, c'est le programme du ministère de la Culture qui permet aux villes et aux MRC de signer des ententes de développement culturel. Les ententes de développement culturel, c'est en fait la principale enveloppe que la MRC a pour financer des actions culturelles sur son territoire. C'est la 5e entente que la MRC signe déjà là, avec le ministère de la Culture. Puis celle-ci, elle est d'un montant total de 195 000 $ répartis sur 3 ans. Ça fait qu'annuellement, il y a un budget de 65 000 $ pour des actions culturelles. Pouvez-vous nous donner une idée des projets, en fait, qui seront financés? Il y a à peu près 4 ou 5 projets, là, dont le plus gros là, au niveau des budgets, c'est le programme de soutien aux institutions culturelles supralocales. C'est un programme qui était déjà en place dans la dernière entente, qui est réservé à 9 institutions culturelles qui ont été reconnues comme supralocales par la MRC. C'est toutes des institutions qui sont en place depuis longtemps sur notre territoire puis qui s'occupent de l'animation culturelle, mais qui sont sous-financées. Ça fait qu'il y a un programme qui leur est réservé pour des actions structurantes là, qui vont les aider à être plus solides là, pour l'avenir et aussi à faire des activités sur l'ensemble du territoire. Ces organismes-là sont dans 4 municipalités, mais ils sont invités à tenir des activités ailleurs pour animer le territoire. Puis, dans la dernière entente, là, ce programme-là était déjà en place, puis ça a donné quand même des résultats assez intéressants. L'enveloppe pour les supralocaux, c'est 44 000 $ par année. Comme autre action, il y a aussi un projet de services muséaux. Il y a 5 institutions muséales sur le territoire, là, considérées comme muséales sur le territoire, ce qui est beaucoup pour la grandeur de notre territoire. Puis depuis longtemps, les partenaires financiers de ces organismes-là souhaitaient qu'il y ait un genre de réseautage. Puis là, cette année, c'est apparu faisable, envisageable. Ça fait qu'il y a un montant de 5 000 $ par année qui est réservé pour ce projet-là, là, pour que les institutions partagent des services, puis essaient de trouver des façons d'avoir des meilleures conditions pour la muséologie. Peut-être un autre projet aussi qui était en place dans l'ancienne entente, mais qu'on poursuit aussi, c'est le programme pour les projets innovants lors des Journées de la culture. Il y avait un programme de subvention pour ceux qui voulaient faire des activités dans le cadre des Journées de la culture. Ça fait que ça, on maintient ça. Les activités chaque année, on donne un thème précis, là, puis les activités doivent être en lien avec ça. Ça fait que ça, c'est maintenu. Puis il y a aussi un deuxième volet qui se rajoute pour les projets innovants. C'est pas encore défini de façon précise, là, mais ça va probablement cibler les organismes émergents. Il y a aussi une action pour le tourisme culturel. Dans la dernière entente, on avait fait réaliser par un consultant une étude sur le tourisme culturel, savoir où la MRC devrait intervenir pour maximiser, améliorer le tourisme culturel. Puis ça avait révélé que l'offre touristique manquait peut-être un peu de cohérence. Là. Il y avait beaucoup d'éléments, mais il manquait de visibilité. C'était difficile de départager ceux qui se distinguaient davantage. Fait qu'il y a une action qui serait pour bâtir des expériences types.
un peu comme il se fait dans le sud, là, disons, quand on fait une visite en montagne, une visite d'une manufacture de café, d'une culture de café ou des choses comme ça, mais on ferait un peu la même chose sur notre territoire. Peut-être une visite d'un élevage avec manger des produits locaux, faire des activités peut-être récréo-touristiques comme de la descente de rivière en kayak. Fait organiser une journée type là, avec différentes expériences, puis probablement que ça ciblerait des activités dues au pays. Puis peut-être la dernière action que je pourrais mentionner, là, il y a un petit programme d'embellissement pour mettre en valeur certains lieux touristiques comme des haltes, des parcs municipaux, les accès aux fleuves. C'est pas un gros programme, c'est une enveloppe d'environ 6 000 $, mais ça va servir un petit peu de projet pilote là, pour essayer d'améliorer la qualité des aménagements, pour que ce soit comme un peu à la hauteur de la beauté de nos paysages. Fait que ça fait un peu le tour là, des activités. Ça permet aux organismes de se consolider, puis ça permet aussi aux artistes de cheminer dans leur démarche artistique. À la mi-avril auront lieu les fêtes scolaires du patrimoine. Luc Saint-Amand, directeur général de la Maison Chappé et du musée François Pilote, nous en parle. En fait, la fête scolaire du patrimoine, c'est un projet ralliant différents intervenants muséaux de la région avec la commission scolaire. Donc, en fait, sur le territoire de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, on retrouve plusieurs musées et à l'intérieur de ces musées-là, certains ont décidé de collaborer ensemble pour réaliser un projet afin de permettre aux jeunes de s'approprier davantage notre histoire puis notre patrimoine. Alors, ce qu'on retrouve parmi ces musées-là, le musée du Bas-Saint-Laurent, le musée régional de Kamouraska, le musée François Pilote, la Maison Chappé et la Seigneurie des Aulnais. Donc, ces organismes-là, ensemble avec la commission scolaire, organise annuellement un événement qui s'appelle la Fête scolaire du patrimoine, où les jeunes ont à réaliser des projets sur l'histoire du patrimoine du Québec ou du Canada ou de la région, là, ou même de leur localité, ça pourrait même être à la limite de leur famille, pour présenter ça au public. Et bon, il y a ces projets-là sont jugés ensuite par des intervenants du milieu muséal. On détermine des prix et les jeunes ont la possibilité de remporter des prix quand même assez intéressants et surtout d'avoir pu apprendre et s'approprier notre patrimoine, dans le fond, notre histoire à nous, là. Par rapport au parcours scolaire, c'est un processus qui dure combien de temps à peu près? C'est toute l'année? C'est quand même assez long, effectivement. Souvent, ils vont commencer dès l'automne à travailler sur ce projet-là. Donc, c'est pendant plusieurs mois. C'est un projet qui permet aussi de faire de l'enseignement dans plusieurs matières en même temps, parce que, bon, ils ont des textes à produire, donc il y a du français aussi. Évidemment, il y a l'univers social qui comprend l'histoire. C'est un des buts recherchés aussi, d'essayer d'avoir des projets pluridisciplinaire. Et quel est le thème qui a été retenu cette année? Cette année, en fait, c'est un petit musée. Donc, ils doivent réaliser leur propre musée d'histoire. Donc, c'est quand même relativement large. D'année en année, le thème, justement, comme je le disais tout à l'heure, évolue. Et on a bien hâte de voir les résultats de cette nouvelle année là, pour 2013. Ça s'adresse aux élèves de quel niveau exactement? En fait, depuis les débuts de la fête, ça fait donc quand même quelques années, en 2004 à peu près, c'était essentiellement pour les élèves du primaire, du 2e jusqu'au 3e cycle. Et cette année, on intègre une nouvelle vocation aussi. En fait, on a permis, par le biais d'un autre projet national, là, canadien, à des jeunes secondaires de réaliser un film sur l'histoire. Et donc, il y a quelques jeunes qui vont participer cette année au niveau secondaire. Et ça va avoir lieu à quel endroit et à quel moment? En fait, c'est dans l'après-midi du 17 avril, donc bientôt, à l'École Notre-Dame du Portage.
avantdecraquer.com. Durant l'hiver canadien, la faune n'est jamais bien loin. Certaines espèces hibernent tout l'hiver. D'autres espèces sont plus faciles à repérer. Les animaux actifs peuvent laisser des traces dans la neige. Certains ont de larges pattes, comme des raquettes. Toutes ces espèces se sont très bien adaptées au froid. Alors sortez et découvrez la faune hivernale. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir davantage sur la faune hivernale, allez à ffdp.ca. L'ensemble vocal Les Monadnock offrira bientôt son dernier concert. Pour nous dresser l'historique de l'ensemble vocal et nous parler de ce concert, nous avons rencontré le directeur de l'ensemble vocal, M. René Land. Le groupe vocal, il y a 15 ans cette année, c'est notre 15e. Ça a commencé tout simplement, c'est un membre de la chorale qui est là depuis 15 ans, Serge Duval, qui, un soir, sur le terrain du stationnement de l'Hôtel de Ville, me dit « René, on aimerait ça avoir une chorale à Saint-Pascal, es-tu prêt à t'embarquer? » Et c'est comme ça, j'ai dit oui. Mais j'ai dit, moi, je sollicite pas personne, trouve-moi des membres. Et on a commencé. C'est comme ça, on a commencé avec une vingtaine de choristes au début. Je pense que de la première cuvée, on est peut-être 7-8, puis on est rendu à 35. Qu'est-ce qui vous différencie des autres chorales de la région? Oui, il y a beaucoup de chorales dans la région. Il y a la Pocatière, il y en a 2. Il y a Mouvance et le chœur du Kamouraska. Saint-Alexandre, il y a le chœur à Missol. À Rivière-du-Loup, il y en a 2 aussi. Et il y a beaucoup d'ensembles vocaux de la région. Donc, à un moment donné, il faut se tailler une place à travers ça pour donner la chance à tout le monde qui aime faire du chant choral. Donc, nous autres, ici, l'ensemble vocal des Monadnock, le but premier, quand ils m'ont demandé, ils ne voulaient même pas faire de concert au début. Ils ont dit, on veut seulement chanter. Moi, j'ai imposé quand même un concert, parce que je me disais, si on n'a pas de but, on va niaiser toute l'année. Fait qu'on fait un concert. Aussi, ils m'ont demandé, nous autres, on veut pas avoir, on veut chanter avec nos cahiers, on veut pas mettre... Nous autres, on veut que ça soit pas nécessairement c'est un passe-temps pour eux. Ils viennent chanter, on a une pratique une fois par semaine, le mardi soir, 1h15, 1h30, pas plus. On fait un concert par année, pas plus. On a nos cahiers. Donc, c'était l'objectif. Les gens qui veulent réellement, qui aiment le chant choral dans la région, ils ont l'embarras du choix. Comment vous procédez en ce qui concerne le choix des chansons pour un concert et pour les pratiquer toute l'année? Ça, je vous dirais que c'est la partie la plus difficile que j'ai. Parce que, encore là, moi on fonctionne peut-être pas comme les autres. C'est moi qui choisis le répertoire. Donc, c'est sûr que je vais avec mes goûts. Je n'ai pas un comité de sélection, je n'ai pas un conseil d'administration. Donc, moi, je bâtis le répertoire. Et en ce qui concerne le concert, il aura lieu à quel endroit et à quel moment? Oui, notre concert cette année, et en passant, c'est notre dernier concert. C'est notre 15e et on termine, l'ensemble vocal termine aussi cette année. Le concert va avoir lieu le 5 mai à l'église de Saint-Pascal. Et cette année aussi, une nouveauté qu'on fait pour notre 15e et notre dernière, les billets sont pas chers, c'est 5 $. Et aussi, tous les fonds du concert, tous les billets vendus du concert vont être remis à l'École de musique des Trois-Maisons. L'École de musique des Trois-Maisons a son siège social à la Pocatière, mais il y a une partie à Saint-Pascal et une partie à Saint-Jean-Port-Joli. Et on a voulu que cet argent-là retourne pour donner la chance à des jeunes de faire de la musique.
Les élèves de deuxième année du primaire de la classe de Mme Gaétane à l'école Monseigneur Boucher ont mis la main à la pâte depuis le début de l'année scolaire afin de sensibiliser les gens à diminuer la pollution autour d'eux. Le thème retenu est « Une cour à nettoyer, la planète à protéger ». Pour ce faire, ils ont rédigé une lettre s'adressant à tous les élèves et adultes de l'école afin qu'ils apportent un ou plusieurs petits objets usagés avant le vendredi 12 avril. Ces objets seront ajoutés sur une murale représentant un arbre, symbole des poumons de la Terre. Parmi toutes les autres activités réalisées par ces élèves de deuxième année se trouve la collecte de déchets dans la cour d'école, des exposés dans les classes de cinquième année et celles de maternelle, la pose d'affiches dans l'école et dans la ville, également une exposition itinérante, des capsules vidéo et des jeux de rôle. Le 22 avril, jour de la Terre, à 14h30, se tiendra également le dévoilement de la Grande Murale, la présentation d'une chorégraphie ainsi que la lecture d'un poème, tout ça dans le gymnase de l'école Monseigneur Boucher. Notons en terminant que le comité environnement de Ville-Saint-Pascal a collaboré à sa manière aux activités. Le groupe vocal Mouvance, sous la direction de Marc-André Caron, offrira un spectacle le 20 avril prochain. C'est sous le thème « Les comédies musicales d'hier à aujourd'hui » que l'ensemble vocal se produira. Ce sera donc le 20 avril à 14h, mais également une deuxième représentation est prévue à 20h du côté de la salle André-Gagnon de la Pocatière. Fondé en 2006, le groupe vocal Mouvance compte 60 choristes des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Lillet et même de Lévis. Voilà qui termine votre dernier bulletin d'informations locales et régionales InfoCam pour cette saison. Je vous donne rendez-vous à l'automne pour d'autres informations locales et régionales sur le Kamouraska. Pour toute information, des suggestions ou des commentaires, visitez notre site au www.tvck.org. Faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.